L'invité politique de France Info ce matin est l'ancienne ministre et actuelle députée socialiste des Deux-Sèvres, Delphine Batho. Jean-Michel Apathy. Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Territoire de Belfort, Val d'Oise. La République En Marche a perdu les 2 élections législatives partielles qui se sont déroulées dimanche. Comment vous analysez, vous expliquez ce résultat, Delphine Batho? D'abord, je pense qu'il faut toujours prendre au sérieux les résultats d'élections législatives partielles. Vous avez l'impression que le gouvernement ne le fait pas? Il y a toujours un discours, vous savez, de relativisation en disant mais c'est une partielle, il y a eu beaucoup d'abstention, mais même l'abstention veut dire quelque chose. Bon, donc le conseil, c'est faites attention à ces élections. Pourquoi? Il y a une double alerte. Oui. Il y a d'abord une alerte grave sur l'effondrement de la gauche, éparpillée façon puzzle, qui renvoie à un certain nombre de débats que je pose, mais qui est éliminé sèchement. Et puis, il y a effectivement une alerte pour le pouvoir, pour la majorité gouvernementale, comme si, au fond, ce que les Français avaient voulu faire au printemps dernier, c'est-à-dire élire Emmanuel Macron, lui donner une majorité parlementaire, en fait, les buts sont atteints. Et La République En Marche ne porte pas de projet de société. Donc oui, c'est une alerte sérieuse et sévère pour le gouvernement. Pour parler de la gauche, puisque vous en parliez, entre les 2 tours, la gauche, tous les partis de gauche ont été extrêmement discrets. Je ne crois pas qu'il y ait eu de consigne de vote pour le second tour. Ça veut dire que... Ah, c'est pire que ça. Dans l'esprit il y a eu consigne de pas de consigne. Moi, je suis contre cette indifférenciation. Alors, c'était ma question. Les Républicains et La République En Marche, pour vous, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Moi, je pense pas que Wauquiez et Macron, ce soit la même chose. Donc, malheureusement, le problème, c'est l'élimination de la gauche au premier tour. Donc, mais une fois qu'elle est éliminée, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'on est éliminé, on prend ses responsabilités. Et je ne pense pas qu'on puisse mettre un signe égal entre ce que représente Laurent Wauquiez comme droite réactionnaire et la version ultra-libérale d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de questions de société. Et surtout, je suis contre les discours d'indifférenciation politique qui ont conduit, par exemple, dans les élections législatives, à ce que Jean-Luc Mélenchon ne fasse pas la différence quand il y avait des candidats socialistes face à La République En Marche. Donc c'est une règle, c'est un principe pour moi qui est important aussi en termes de pédagogie vis-à-vis des citoyens. C'est quand on est éliminé, on doit prendre ses responsabilités et on n'appelle jamais à l'abstention ou à ne pas choisir. Donc ça c'est dit, et je voulais vous soumettre cette phrase que Benoît Hamon a prononcée hier. Il a présenté des vœux, un peu tardifs tout de même, mais c'était des vœux hier, et il a dit à propos d'Emmanuel Macron: la nouvelle classe politique, donc celle qui entoure le président de la République, est tout autant parasitaire que la précédente. Emmanuel Macron, ses amis, ceux qui l'entourent, mettent tout en œuvre pour capter l'essentiel de la richesse et la redistribuer aux plus aisés. Vous êtes d'accord avec ces formulations? Parasitaire, c'est pas un terme que j'aurais employé, mais sur le fait qu'il y a un profond sentiment d'inégalité, que alors que la croissance revient, elle n'est pas équitablement répartie. Je pense que c'est un élément de l'explication du score de La République En Marche aux élections législatives, un élément fondamental. Et spontanément, pourquoi le mot parasitaire vous fait tiquer? C'est un peu violent, c'est un peu... Non. Qu'est-ce qui fait... Oui, allez-y. Je sais, enfin comme ça, spontanément, il m'inspire pas. Voilà, je le ferai pas bien, mais parce que je veux dire, la démocratie a parlé, donc dans l'idée de parasitaire, il y aurait quelque chose qui serait indu, qui serait illégitime. Bon, hélas, il y a des choix politiques forts qui ont été faits par le gouvernement, mais c'est pas leur caractère démocratique ou illégitime qui est en cause. C'est le fait que ce sont de mauvais choix. Alors parce qu'il pense justement qu'il est légitime, le président de la République poursuit ses réformes. Celle qui est devant nous, une réunion aura lieu aujourd'hui entre les syndicats de fonctionnaires et le gouvernement. C'est la réforme de la fonction publique, un plan de départ volontaire à annoncé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, serait envisagé. On écoute le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui défend dès dimanche sur France 3 la réforme de la manière suivante. On n'a pas été élu pour rester les bras croisés. Si à chaque fois qu'on met un sujet sur la table et qu'il y a des contestations, on ferme le sujet, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. On nous avait dit sur les ordonnances travail, ce sera impossible, ça n'a pas été le cas. On nous avait dit que le budget, ce serait impossible, ça n'a pas été le cas. À force de penser que tout est impossible, on ne change rien dans le pays. Ça, c'est un plaidoyer pour le changement. La fonction publique a besoin d'être changée? Oui, mais considérer que le changement dans la fonction publique, c'est supprimer 120 000 fonctionnaires, ou à contrario, considérer que dans la fonction publique, rien ne doit changer, excusez-moi, mais c'est le degré zéro du débat politique sur la réforme de l'État.
qu'il faut engager. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Les mêmes qui disent ça, en général, sont bien contents de trouver des enseignants dans les écoles, dans les universités, des policiers, des gendarmes, de se faire soigner dans les hôpitaux. Ensuite, pour moi, la vraie question, c'est la bureaucratie, en fait. C'est un État vertical, centralisé, qui ne fonctionne plus, qui désespère ses agents, qui produit de la maltraitance administrative des citoyens, qui doit se redéployer aussi vers de nouvelles missions. Je vais prendre un exemple qui est très significatif, c'est l'affaire Lactalis ou l'affaire Volkswagen. On a, par exemple, sur l'affaire Volkswagen, un bureau de 26 agents qui fait du contrôle de procédures bureaucratiques, qui contrôle des formulaires, et par contre, personne ne vérifie ce qui sort au pot d'échappement de la voiture. Donc, il y a des redéploiements à opérer vers une fonction publique qui est capable d'exercer des contrôles et d'être moins tatillonne, moins bureaucratique. Il y a beaucoup de changements à faire, mais là, considérer que le seul débat, c'est un débat de chiffres, c'est très ringard, en fait. C'est une approche très datée. Quand il dit « ça fait 30 ans », en fait, ça fait 30 ans qu'on nous raconte la même chose sur la fonction publique. Il ne doit pas y avoir de suppression de postes dans la fonction publique, selon vous? C'est pas une... Voilà, ce n'est pas ma position. Ma position n'est pas de dire rien ne doit changer. Je pense que la vraie question, c'est celle des redéploiements. Je vais prendre un exemple. Suppression de postes, pourquoi pas, on est au 21e siècle avec le réchauffement climatique. Est-ce qu'on ne pense pas que toutes les questions liées à l'écologie, à la vigilance des crues, à la météorologie, à la gestion des événements climatiques extrêmes, comme on l'a vu avec Irma, ça veut dire que c'est une nouvelle mission régalienne de l'État et que donc on a des redéploiements à opérer. A contrario, on fait par exemple aujourd'hui nos déclarations d'impôts en ligne sur Internet. Il y a de multiples secteurs dans lesquels on peut faciliter les démarches et donc redéployer des forces vers de nouvelles missions. La dépendance des personnes âgées, l'allongement de la durée de la vie. Dans ma circonscription, on peut créer 250 emplois dans la prise en charge et l'accompagnement de nos anciens. Donc, la question qui est posée, c'est de bouger, c'est de moderniser l'État et pas d'être conservateur ou libéraux en pensant qu'il suffit de supprimer des fonctionnaires pour régler les problèmes. Il y aura sans doute des grèves, des manifestations, probablement ce soir. Une intersyndicale se réunit, vous les soutiendriez? Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui se sont accumulées. Donc, c'est logique que les syndicats expriment un mécontentement et je pense aussi une souffrance au travail dans la fonction publique, parce que le système vertical et bureaucratique que je décris, il déresponsabilise les agents et produit beaucoup de souffrance pour les citoyens, mais aussi pour les fonctionnaires. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. 4 cm de neige fraîche ce matin à Chartres, 3 à Roissy, 1 à Orly. Des chutes de neige qui vont s'intensifier au fil de l'après-midi jusqu'à 25 cm demain dans les Yvelines. Au total, 35 départements sont en vigilance orange, des Pays de la Loire aux Vosges, en passant donc par l'Île-de-France. L'assassinat du préfet Erignac, c'était il y a 20 ans. Cérémonie d'hommage à 10h30 tout à l'heure à Ajaccio. La veuve du préfet prononcera un discours juste avant Emmanuel Macron. Le président inaugurera ensuite une place, Claude Erignac. Et puis dans la soirée, il rencontrera les dirigeants nationalistes corses. Une semaine de 28 heures pour les ouvriers allemands de la métallurgie. Après des semaines de négociations, un accord est sur le point d'être conclu. Les salariés pourront travailler donc à temps partiel pendant 6 à 24 mois, avec la garantie ensuite de retrouver leur poste à plein temps. Mais il n'y aura pas de compensation salariale. Un vent de panique a soufflé hier soir sur Wall Street. Après des mois d'euphorie, le Dow Jones a tout simplement dévissé, moins 1600 points en une seule séquence. C'est la plus forte baisse de son histoire. Les investisseurs craignent en fait le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt chute dans le sillage des bourses asiatiques, moins 4,73% pour le Nikkei tout à l'heure à Tokyo. France Info. Delphine Batho, ancienne ministre, députée Nouvelle Gauche des Deux-Sèvres et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Nous allons parler du Parti Socialiste, Delphine Batho. Enfin, vous, quand vous parlez du Parti Socialiste, vous ne choisissez pas cette appellation. Vous en avez une qui est bien particulière pour désigner votre parti. On vous écoute sur France Inter. La direction actuelle du Parti Socialiste, que j'ai qualifiée de petite mafia, qui est un terme que j'ai utilisé à bon escient. Petite mafia, le mot a effectivement retenu notre attention. Il a été confirmé d'une certaine manière par François Rebsamen, le maire de Dijon, ancien ministre, qui sur RTL expliquait que des tricheries, il y en avait eu. Il n'y a pas de triche, je crois, au Parti Socialiste maintenant, parce que... Avant, oui, mais maintenant, oui, non. il y en a eu, bien sûr. Vous savez, dans toutes les grandes formations, il y a eu de la triche.
Il y a toujours des triches au Parti socialiste. Hélas, oui, mais je pense qu'il faut bien comprendre qu'il faut faire une différence. C'est terrible ce que vous dites. Entre les adhérents, les militants du Parti socialiste sur le terrain et la petite direction qui est à la manœuvre. Et en fait, s'il y a des triches, la confiscation. S'il y a des triches, c'est qu'il n'y a pas que la petite direction. Il y a des relais locaux, départementaux. Enfin, s'il y a une triche, il y a une triche. Elle est organisée dans tout un parti. C'est pas 3 personnes qui trichent en haut de la pyramide. On peut avoir le même problème à un certain nombre de directions fédérales. Oui. Mais en fait, il y a un système de confiscation de l'outil Parti socialiste par un système de clans et de courants qui entretiennent d'apparentes divergences sur le plan des idées, mais qui sont en réalité d'accord pour que le système continue. C'est ce que j'ai dénoncé, c'est-à-dire qu'on est dans une système ce système de confiscation, ce système de vote, ce système surtout où il n'y a pas de changement sur le fond, c'est-à-dire qu'on est dans l'auto-reconduction d'un appareil qui est de plus en plus une coquille vide. Et ça ne correspond ni à ce qu'attendent les adhérents et les militants du Parti socialiste, ni à ce qu'attendent un certain nombre de citoyens qui peuvent être déçus des choix qu'ils ont faits dans l'élection présidentielle et qui attendent une nouvelle espérance crédible à gauche. Il va y avoir de la triche dans ce congrès, le congrès qui arrive. Il y en a déjà eu sur le vote qui a eu lieu le 18 janvier dernier pour changer les statuts du Parti socialiste qui s'appliquent au congrès, où la participation a été gonflée pour atteindre le chiffre de 23% de participation. Donc ça veut dire que plus de 75% des adhérents du Parti socialiste aujourd'hui n'adhèrent pas, si vous voulez, à ce qui est en train de se passer. Pourquoi vous restez dans ce parti, si vous en faites un constat aussi désolant? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'émiettement à gauche. Et donc, à ce stade, je ne crois pas que la solution soit que chacun crée son micro-parti ou sa petite boutique. Il y a un problème d'unité, il y a un problème de crédibilité. Et à mon sens, il y a toujours un espace aujourd'hui pour une formation de gauche, moderne, progressiste, écologiste, féministe, républicaine, laïque. Et donc, ça veut dire que je continue la bagarre pour ne pas laisser tomber ceux qui attendaient, qui m'ont fait signe aussi par rapport à la démarche que j'ai engagée. Vous avez envisagé ou vous envisagez toujours éventuellement de partir? J'ai pas envisagé ça, non. En général, quand j'engage une bataille, je ne laisse pas tomber. Je sais qu'il peut y avoir des revers, des rebondissements. Vous restez à l'intérieur de la mafia. Je pense pour essayer de la combattre de l'intérieur. Non, ce que je dis sur le fond est incontournable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes les manœuvres d'appareil que j'ai décrites. À un moment donné, il y a un principe de retour au réel et de retour aux citoyens et à la réalité des territoires. Donc voilà, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais à ce stade, je ne laisse pas tomber ceux qui attendent autre chose. Le congrès a lieu en avril, c'est ça, hein? Je ne sais plus où d'ailleurs. Oui. En région parisienne, je crois. À Aubervilliers. À Aubervilliers, voilà. Vous allez être sifflé quand vous allez rentrer dans la salle du congrès. Hein? La petite mafia. On verra. Puisque vous restez au Parti socialiste, vous allez devoir choisir entre les 4 candidats qui ambitionnent de le diriger, Luc Carvounas, Emmanuel Morel, Olivier Faure et Stéphane Le Foll. Certainement pas, non. Comment ça, non? Aucun des 4? Non. Vous voterez pas? Non, puisque vous disiez tout à l'heure, je suis contre l'indifférenciation en politique. Ils sont tous pareils, là, les 4? Mais s'ils n'étaient pas tous pareils, quel aurait été le besoin, pour moi, d'annoncer un projet et d'annoncer une candidature. C'est un principe de réalisme. S'ils incarnaient le féminisme, l'écologie, une certaine modernité, un changement radical de l'appareil Parti socialiste, quel aurait été le besoin que moi, je me déclare candidate? J'aurais soutenu tout de suite un candidat qui aurait incarné ça. Donc non, d'autant que quand même ces candidatures sont le résultat d'une manœuvre qui est sans précédent dans l'histoire du Parti socialiste. Comment vous pouvez rester dans ce parti alors? Qui est sans précédent. Moi, je ne conteste pas le constat. Oui. Mais si vous dites qu'ils sont issus d'une procédure malhonnête, biaisée et truquée, qu'ils ne sont ni écologistes, ni féministes, ni réformistes, qu'est-ce que vous faites là? Je continue la bagarre. Parce que je vous aimez la bagarre. Il y aura d'autres rendez-vous, d'autres échéances. Et vous n'allez donc voter pour aucun des 4. Et vous allez dire aux gens qui sont dans votre entourage ou font confiance. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne cautionne pas. C'est un constat je ne cautionne pas. C'est un constat terrible. Je ne peux pas cautionner ce congrès. Vous donnez raison aux gens qui disent que le Parti socialiste est mort. J'aurais aimé donner une espérance qu'il était en train de bouger. C'est le sens de ma démarche, à laquelle je ne renonce pas. Mais effectivement, les décisions qui ont été prises récemment
concourt à creuser davantage le fossé entre les Français, les citoyens de gauche et ce qui est en train de devenir le Parti socialiste. C'est pas un fossé que vous creusez là, c'est la tombe du Parti socialiste. Pardon de revenir sur ce qu'a dit Jean-Michel Apathy, mais effectivement, la mort du Parti socialiste, vous, quelque part, vous l'entérinez. Il y a une logique, normalement, chaque fois qu'on subit une défaite électorale. Là, ce n'est pas une défaite électorale qui a été subie, c'est une déroute. La logique, à chaque fois, c'est de s'ouvrir, d'écouter les citoyens, de rechercher de l'oxygène dans les combats et les basculements qui sont à l'œuvre dans la société. Là, on assiste, avec cette nouvelle direction. On assiste à la logique inverse, et c'est pour ça qu'en fait, la déroute électorale s'aggrave de la façon dont fonctionne cette direction collégiale du Parti socialiste depuis la défaite électorale, qui est une logique d'enfermement et de bunkérisation, alors qu'il faudrait faire l'inverse, exactement l'inverse. Vous avez évoqué tout à l'heure, Delphine Batho, la possibilité que les partis de gauche, les groupes travaillent ensemble. Vous vous sentez plus proche de qui aujourd'hui, de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron ? En fait, quand je dis... Déjà, ça vous fait sourire ? Oui, parce que je pense qu'il y a le problème de démocratie, de féminisme, se pose à tous les appareils politiques existants, et y compris aux nouvelles marques, aux nouveaux mouvements qui sont conçus en fait comme des marques et non pas comme des organisations démocratiques. La France Insoumise a dit d'ailleurs, non, nous ne sommes pas démocratiques, nous sommes un mouvement collectif, mais nous ne sommes pas démocratiques. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de construction d'une nouvelle espérance à gauche sans démocratie. Voilà, c'est une question fondamentale. Et on a le même problème à La République en Marche. Il n'y a pas de démocratie à La République en Marche ? Non, il n'y a pas de démocratie à La République en Marche. Il y a eu un patron désigné, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas une organisation politique avec des débats internes, avec une démocratie interne. Non, ça ne l'est pas. À la France Insoumise, la parole est libre. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a pas... Et qui ne sont pas d'accord, forcément. Peut-être dominés par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Il semblerait. Oui. Il semblerait quand même. C'est une domination intellectuelle ou ça vous semble une domination qui relève plus de l'appareil, de l'autoritarisme ? Écoutez, je trouve ça surprenant au XXIe siècle d'assumer qu'une organisation n'est pas démocratique. Voilà, c'est une forme de centralisme démocratique qui, moi, n'est pas dans ma culture. Je pense qu'un mouvement progressiste de gauche doit être démocratique, comme il doit être écologiste, comme il doit être féministe, et que ces points-là sont incontournables. Parce qu'en politique, les moyens déterminent la fin. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis, hein ? Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Il est possible de régler définitivement la question corse et pour cela, chacun doit être à la hauteur des enjeux. C'est le message de Jean-Guy Talamoni ce matin sur France Info. Le leader indépendantiste sera reçu ce soir par Emmanuel Macron avec l'autonomiste Gilles Simeoni, le président qui doit dévoiler sa vision de la Corse. Ce sera demain dans un discours à Bastia. De la neige sur presque la moitié de la France, une large bande qui va des Pays de la Loire aux Vosges. 35 départements au total en vigilance orange. Chute des températures aussi. Le plan grand froid est déclenché dans 22 départements. 650 places d'hébergement supplémentaires sont ouvertes en Ile-de-France et 110 dans un gymnase à Lyon. Une nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation à l'appel des syndicats, lycéens, étudiants et enseignants. Il s'agit de dénoncer la future réforme du bac, les modalités d'accès aussi à l'université. Manifestations à Paris, Toulouse ou encore Strasbourg et puis des assemblées générales dans plusieurs facs parisiennes. 27 moteurs imaginés comme 18 Boeing 747 réunis. SpaceX lance ce soir de Cap Canaveral en Floride sa Falcon Heavy, décrite comme la fusée la plus puissante du monde. Un pari risqué pour la société du millionnaire Elon Musk qui vise à terme des vols vers Mars. France Info. Delphine Batho, députée Nouvelle Gauche des Deux-Sèvres et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Un livre publié chez Flammarion conteste l'idée selon laquelle les centrales nucléaires en France seraient dans une situation de sécurité acceptable. Il est écrit par 2 journalistes et l'un d'entre eux était l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5 hier soir. Il s'appelle Thierry Gatteau et il décrit des situations qui peuvent être inquiétantes dans les centrales nucléaires françaises, notamment celle de Tricastin qu'il évoque. Les documents que nous avons obtenus montrent que les fissures qui étaient connues pour certaines d'entre elles lors de la fabrication de la cuve et d'autres qui ont été découvertes depuis, notamment lors de la 3e visite décennale, atteignent les limites, les marges de sûreté. C'est-à-dire que si elles s'aggravent, il y aura un accident. Il peut y avoir un accident extrêmement grave qui entraîne une fusion du cœur et qui entraîne un accident comparable à celui de Fukushima.
Thierry Gadot, vous êtes sensible au problème de l'environnement, vous en avez été la ministre il y a quelques années. Vous découvrez quelque chose ou on a l'impression que tout ça, on le sait un peu, mais au fond, on ne sait pas ce qu'on sait? D'abord, moi, je fais confiance à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une institution, mais qui est citée dans le livre, qui est une institution indépendante. Ouais. Que dit l'autorité de sûreté nucléaire? Elle dit qu'il y a matière à préoccupation. Exact. Elle dit qu'elle manque de moyens pour faire son travail depuis plusieurs années. Il y a eu une petite rallonge de moyens, mais ce n'est pas suffisant par rapport au vieillissement de notre parc nucléaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la sûreté et la sécurité nucléaire, parce que oui, il y a matière à préoccupation et que dans ce domaine, la démocratie, la transparence démocratique fait avancer la sûreté. Mais clairement, oui, aujourd'hui, il y a un problème de moyens de l'autorité de sûreté nucléaire et il y a un problème aussi de retard des réponses de l'exploitant et en particulier EDF aux demandes de l'autorité de sûreté nucléaire. Jusqu'où faut-il aller? Parce que la sécurité, évidemment, ça n'a pas de prix. Mais en même temps, pour employer une locution à la mode, EDF est dans une situation financière très fragile. Ce qui est répertorié là, ce sont des défauts de fabrication, pas forcément de vieillissement. C'est-à-dire que toute la filière nucléaire se trouve contestée et ce genre de transparence, ça peut entraîner des déboires importants, un cours en bourse qui chuterait. Ça peut mettre en difficulté l'un des principaux employeurs du pays. La sûreté nucléaire n'est pas une option, donc c'est pas une variable d'ajustement. Donc si les investissements doivent être faits, ils doivent être faits. Et tant qu'un réacteur fonctionne, il doit être en condition de sûreté tant qu'il continue à produire et à fonctionner. Donc ça, c'est pas quelque chose, du secteur est une question, quelque chose de négociable. Ensuite, oui, il y a une situation d'EDF aujourd'hui qui est préoccupante et ça fait des années que je plaide pour un changement de statut d'EDF parce que notre politique énergétique ne s'accommodera jamais de la loi du marché. Avec les règles actuelles et le statut actuel d'EDF, on n'aurait jamais construit le parc nucléaire. Et aujourd'hui, on doit faire la transition énergétique et ce n'est pas la loi du marché qui peut faire la transition énergétique. Et donc, ça veut dire un changement... en fait, de reprendre les capitaux privés qui sont aujourd'hui au sein d'EDF sous une forme moderne, donc ce n'est pas la nationalisation à l'ancienne, en transformant cette part de capitaux en société coopérative détenue par les salariés et par les consommateurs pour sortir EDF de cette logique de marché qui lui fait tellement mal. Êtes-vous favorable, Delphine Batho, au centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure? On n'a pas le choix. Donc c'est la solution de référence. J'y suis allée quand j'étais en responsabilité au gouvernement. On n'a pas le choix. Donc là aussi, sur Bure, il y a des remarques de l'autorité de sûreté nucléaire sur un problème très précis qui est celui d'un risque d'incendie auquel il ne faut pas tergiverser, il faut respecter toutes les prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire. Mais qu'on soit pour ou contre la sortie du nucléaire, les déchets existent. Et donc, il faut bien que la nation fasse face à ce problème. Et je suis aussi pour la réversibilité complète de cet enfouissement des déchets nucléaires, c'est-à-dire que toutes les générations futures puissent prendre la décision d'autres solutions si d'autres solutions sont trouvées. Il y a déjà des zadistes sur place, encouragés par le recul à Notre-Dame-des-Landes. Il va falloir aller leur expliquer que voilà, il n'y a pas d'alternative, il faut le faire. Hein. C'est pas le même problème et c'est la solution de référence. Mais ce n'est pas un problème qui est de la même nature que Notre-Dame-des-Landes. Puisque vous êtes parlementaire, Emmanuel Macron est en Corse. Oui. L'unité de la République serait-elle atteinte si on reconnaissait dans la Constitution la particularité, la singularité de la Corse, à votre avis? Deux choses. D'abord, aujourd'hui, c'est la journée d'hommage au préfet Claude Érignac. 20 ans. Donc c'est un moment d'unité qui est très important et très, très fort pour la République. Et ensuite, Jean-Guy Talamoni ne sera pas présent, donc le moment d'unité, il est particulier. Par respect pour la famille, compte tenu de ses positions passées. Mais moi, je suis pour la reconnaissance d'une spécificité de la Corse dans la Constitution, dans la clarté, c'est-à-dire je ne suis pas pour l'amnistie, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, à mes yeux, ne peut pas être acceptable, ne peut pas être entendu. Mais la reconnaissance d'une spécificité de la Corse, j'y suis favorable. Et le rapprochement des prisonniers corses, le fait qu'ils soient transférés sur l'île? Le rapprochement des prisonniers, vous avez vu que la garde des Sceaux a dit qu'elle l'examinait au cas par cas. Et donc oui, il doit être possible, mais il n'est pas possible, vous le savez, pour les détenus qui font l'objet de mesures de sécurité particulières. Ça a été encore confirmé par le Conseil d'État dernièrement pour Yvan Colonna. On va écouter votre président, Delphine Batho, François de Rugy.
Je proposerais que l'on applique strictement les règles de sanctions financières pour celles et ceux qui, en effet, seraient des multirécidivistes de l'absence. S'il y a une absence à plus de 2/3 des scrutins, eh bien, à ce moment-là, ce sera 4 320 € d'amende. Ça va coûter cher de ne plus aller siéger à l'Assemblée nationale au moment des votes, par exemple. Il a raison. Il faut appliquer les sanctions. Elles sont prévues. Donc si elles sont prévues, c'est pour être appliquées. Et jusqu'à présent, elles ne l'étaient pas. Donc non, elles ne l'étaient pas. Il faut souhaiter qu'elles le soient pour qu'il y ait moins d'absence à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Delphine Batho. Bonne journée à vous. Merci.